Bienvenue dans Oberkaï, le podcast pour vous faire découvrir des solutions concrètes et éthiques afin d'améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et dans chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme vous, je me pose pas mal de questions pour rénover ou construire mon futur chez moi. Je vous propose donc de partir en quête des meilleures solutions adaptées à chacun d'entre nous. Et ça commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Tonuiti. Bonjour Thierry. Bonjour Caroline. Alors toi, tu es un entrepreneur qui place l'idée du bon sens au centre de tes actions. Tout à fait. Tu es aujourd'hui associé et dirigeant de la PME familiale Wateco, qui fournit des isolants biosourcés auprès de négoces de matériaux et artisans. C'est une histoire de famille puisque tu travailles aux côtés de ton père, de ta sœur et de ta femme, si je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est suite du coup à une expatriation aux États-Unis que tu as eu l'idée de développer les matériaux biosourcés de qualité en Europe. Et comme je le disais, le bon sens est au centre de toute cette démarche car elle doit être efficace à tous les niveaux, économique, environnemental et social. Donc aujourd'hui, on parle isolation avec un focus sur un isolant qui n'a apparemment que des qualités et bon pour notre pouvoir d'achat. Est-ce que c'est tout bon pour toi ? C'est parfait, la présentation est idéale. J'ai rien oublié, est-ce que tu veux compléter ou est-ce que, si tu veux, on part sur notre petit jeu d'une vérité et deux mensonges ? Non, la présentation est parfaite et c'est effectivement aussi pour indiquer qu'à un moment, comme nous on l'a fait, on peut très bien découvrir des choses à l'extérieur de la France, bien sûr, ou de l'Europe, et s'approprier une idée, la ramener chez nous et avoir la capacité à la développer. Ça va nécessiter de l'énergie, ça va aussi demander, en fonction des projets, un certain nombre de capacités financières, mais nous sommes la preuve que c'est possible. Et c'est beau. Nous essayons le plus possible. Et ben c'est très bien. Alors, je te propose qu'on aille directement dans le sujet. Donc, tu m'as préparé trois phrases, une vérité et deux mensonges sur la thématique. Tout à fait. Donc, je chausse mes lunettes. Alors, une vérité, deux mensonges sur la thématique de l'isolation. Donc, première vérité ou mensonge. L'État est un acteur majeur dans l'isolation des bâtiments. Ok. Deuxièmement, l'amélioration de l'isolation réduit les consommations énergétiques. Troisièmement, tous les isolants sont égaux en performance. Ok. Alors, je vais y aller par élimination. Alors, pour moi, la dernière, de par mon expérience, tous les isolants ne sont pas égaux en performance, donc elle est fausse. Bravo. La deuxième, est-ce que tu peux juste me la reciter rapidement ? L'amélioration de l'isolation, de façon globale des bâtiments, réduit les consommations énergétiques. Eh ben, je dirais que c'est celle-ci qui est vraie, du coup, effectivement. Et l'État, est un acteur, mais est-ce qu'il est majeur ? C'est à discuter. Tout à fait. Ah ben voilà, très très bonne réponse. Donc Caroline, félicitations, 5 points. J'ai mon 5 points, nickel. 5 sur 5, magnifique. C'est nickel. Effectivement, c'est un sujet, l'isolation, et on va y venir. J'ai lu quelque part aussi, en France, 2 maisons sur 3 ont été construites avant 1974. C'était une époque où il n'y avait pas de réglementation thermique. La plupart de nos habitations sont donc des véritables passoires énergétiques. Aujourd'hui, tu viens en tant qu'acteur de l'isolation. Est-ce que déjà tu peux nous présenter peut-être un peu ton parcours rapidement et pourquoi tu en es arrivé à l'isolation. Et comme ça permettra de définir justement ce qu'est l'isolation. Bien sûr. Donc, moi, j'ai un parcours qui est assez atypique puisque j'ai commencé par faire des études commerciales qui m'ont ensuite amené... Alors, à l'origine, c'est même pas ça, mes études, puisque j'ai commencé par faire de la cuisine. Voilà. Ah bah. mais je suis... mes parents sont entrepreneurs en maçonnerie, mon père, donc nous on a grandi dans le chantier, la construction, la maison, la rénovation, donc entre les Landes et le Pays Basque, et beaucoup de rénovation de vieilles fermes. Et chez nous, il faut avoir un métier. Donc j'ai fait 2 ans de cuisine d'abord, et donc j'ai pu approcher quelque part quelque chose qui fait partie de la culture française. Et ensuite j'ai repris mes études, et j'ai fait ce qui était peu courant à l'époque, on reprenait pas, on n'arrêtait pas aussi facilement. Et donc, j'ai fait un bac+2 commercial. J'ai travaillé pendant quasiment 15 ans, c'est une première phase de ma vie, pour des industriels dans l'univers de la grande distribution. Donc, je travaillais pour des groupes agroalimentaires où je commercialisais les produits
auprès des centres de grande distribution que l'on connaît bien, et j'ai terminé, donc j'étais responsable national où je gérais des grands comptes. Alors ça permet quelque chose de très intéressant, ça permet la patience, ça permet de défendre à un moment donné ses convictions de production de qualité face à des centres de distribution qui ont souvent le prix uniquement en bouche et pas forcément la qualité. Suite à ce premier cycle, j'ai repris des études et j'ai fait un master en commerce international à Subdeco à Pau, à l'époque, qui s'appelle Kedge aujourd'hui. Plusieurs métiers, plusieurs parcours. Voilà, donc c'était un premier parcours de vie, et c'est une des périodes où je faisais beaucoup de surf. Nous, on a la chance d'habiter sur la côte atlantique avec des vagues. Et je me suis dit, mais ce qui m'intéressait, c'était de partir à l'étranger, et ça m'intéressait de travailler pour un groupe de surf qui envisageait ou qui aurait pu envisager de m'envoyer aux États-Unis. Et puis l'histoire, donc, elle a effectivement débuté au niveau de ce groupe. Et puis finalement, on s'est retrouvé à partir avec ma compagne aux États-Unis. On a un peu changé quelque part de stratégie. Donc, on a pris la décision de travailler là-bas de façon différente. Donc, on est resté quelque temps aux États-Unis où on travaillait dans des univers. Et moi, je suis revenu vers l'agroalimentaire. Elle est restée dans le textile. Et on a vu effectivement à ce moment-là des choses assez intéressantes qui étaient, donc on était en Californie. Et on a vu beaucoup d'ossature bois, de construction très différentes en tout cas de ce que l'on avait nous si on prend le Pays Basque ou les Landes, on est plutôt sur de la construction traditionnelle à base de pierre et voire d'ossature bois, mais on avait peu de construction d'ossature bois où c'était de l'utilisation de briques ou de briquettes et ce genre de choses pour les constructions les plus anciennes, et de blocs ou de briques pour les constructions contemporaines. Donc on a découvert tout ce qui était ossature bois et on s'est aperçu que les Américains utilisaient beaucoup l'insufflation, entre autres, en ouate de cellulose. Donc, on a vu que les filières s'étaient installées pour collecter des journaux. Donc, aujourd'hui, c'est 68 usines aux États-Unis qui collectent des journaux en circuit court et qui recyclent ces journaux en isolant. Et on s'est dit de suite, mais tiens, c'est une très bonne idée. Si ça n'a pas été mis en place en France, c'est une très bonne solution de démarche d'économie circulaire. Donc, collecter à côté de chez soi des matières qui potentiellement peuvent être un déchet. Alors, c'est propre, c'est toujours des mêmes matières fabriquées à base de bois, comme les journaux, les papiers bureautiques. Mais on s'est dit, c'est une filière intéressante, ça serait peut-être un projet à développer. Et donc, retour à un moment en France. On a commencé à travailler pendant environ 2 à 3 ans dans l'univers du textile pour développer des démarches de valorisation de savoir-faire français, donc avec des entreprises existantes. Tout ça, en fait, termine par être lié. Pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé dans l'immobilier très haut de gamme sur la côte basque. C'est-à-dire que je m'occupais vraiment de très vieilles maisons, très souvent, qui n'étaient pas forcément toujours en bon état, pour essayer à un moment donné, dans le cadre de la vie, à des moments donnés, on peut pas toujours garder aussi longtemps qu'on voudrait des biens, essayer de les transmettre à des personnes qui pouvaient redonner toute la valeur, en l'occurrence à ce bien. Donc j'ai fait ça pendant une douzaine d'années, le temps de faire l'écureuil. Voilà. Donc j'ai gardé des noisettes que j'ai mis de côté parce que j'avais toujours en tête le petit sujet, voilà, de recycler, de mettre en place une boucle vertueuse pour créer une nouvelle, en tout cas un nouvel isolant, une nouvelle activité vraiment liée à la démarche d'économie circulaire. Voilà. Donc on est venu à un moment expliquer une démarche à l'époque qui s'appelait développement durable aux banques. On leur a dit, on vous propose d'installer un projet qui est certes innovant, sur lequel on va à un moment donné collecter en circuit court des matières papier pour fabriquer un isolant qui s'appelle la ouate de cellulose, qui n'existait pas ou quasiment pas en France, il n'y avait pas d'usine, et tout était importé du nord de l'Europe à l'époque, et on leur a proposé de faire ça, alors dans un bâtiment, je suis en l'occurrence dans ces bureaux, où c'est un bâtiment industriel biosourcé positif. Donc il y a 13 ans de ça, on a dit on va s'appliquer ce que l'on conseille. Donc on a fait des bureaux qui sont, on n'a pas de chauffage, on n'a pas de clim, je suis en t-shirt, là il fait 7 degrés dehors, voilà, et on gère les températures. On a construit tout un bâtiment en ossature bois, on a insufflé la ouate de cellulose à l'intérieur que l'on produisait, on a dimensionné le bâtiment pour être le plus confortable possible et surtout éviter d'avoir des consommations d'énergie. C'était il y a 13 ans. Donc on a 220 mètres carrés de bureau, on gère les températures avec un double flux, on n'a pas de système de chauffage, et on consomme 350 € d'énergie à l'année. Donc on a démarré de cette façon-là. On a eu de la chance d'être suivi. Quand vous montez des projets comme ça,
il y a beaucoup de rencontres humaines. C'est parti d'une idée et ça s'est fait au fur et à mesure. Enfin, c'est une évidence, mais le facteur humain est très important. Et on a eu la chance de croiser un monsieur qui s'appelle, il se reconnaîtra, Bruno Delavigne, qui à un moment a vu notre dossier et a dit ah, moi, il faut que je soutienne ce dossier parce que ça a du sens. Et c'est comme ça qu'on a créé Wateco. Comme quoi, le passage en cuisine a servi à quelque chose dès le départ, d'avoir commencé en cuisine et de passer à entrepreneur et responsable, voilà, d'une entreprise, quoi. J'aimerais juste, bon, là, du coup, ça a permis de reprendre un peu tout le parcours, ce qui est amené à l'isolation. Qu'est-ce que l'isolation? Redéfinir l'isolation de la maison et qu'est-ce que ça comprend et pour quels usages? Juste pour qu'on remette la définition simple de l'isolation. Alors, l'isolation, ça consiste à un moment à améliorer l'enveloppe du bâtiment. On peut faire de plusieurs façons. Donc, en gros, on fait une enveloppe. C'est ce qu'on fait quand on fait une construction, quel que soit le type de matériau qu'on utilise. Et pour réduire sa consommation énergétique, améliorer son confort, on va rajouter un isolant. L'isolant, quand on discute d'un point de vue thermique, le meilleur isolant, c'est l'air enfermé inerte. Donc, si on devait schématiser, c'est le thermos. Donc, à un moment, c'est ce que faisaient les anciens. Quand ils construisaient une maison, vous allez de suite vous en rappeler, vous aviez un mur, un vide d'air et une briquette. Et très souvent, on laissait du vide d'air au milieu. On s'est aperçu qu'on pourrait arriver à avoir une solution potentiellement meilleure dans ce vide en mettant un isolant. Et l'objectif, c'est celui-ci, c'est de dire à un moment, exactement comme si vous alliez à l'extérieur, vous avez froid, vous mettez un manteau. Et à un moment donné, vous avez chaud, vous allez l'enlever. La différence, c'est qu'à la maison, on ne peut pas enlever le manteau. Donc, on essaie de trouver la meilleure solution avec la meilleure performance contre le froid l'hiver et contre le chaud l'été pour éviter, à un moment donné, que les températures, soit la chaleur parte en période d'hiver à l'extérieur, soit que la chaleur, l'été, rentre à l'intérieur de la maison. Super clair. Est-ce que tu peux définir aussi la différence? On entend souvent d'isolation par l'intérieur ou d'isolation par l'extérieur. Est-ce que tu peux réussir à nous définir un peu ce que c'est en fait? Oui. Et l'intérêt? Oui. Alors, le principe est vraiment très simple. On a à un moment donné un mur. Ici, on a une face intérieure. Ici, on a une face extérieure. Le principe, c'est d'apporter l'isolant. Donc, on a deux solutions. Soit on le met à l'intérieur de la maison et on va créer une épaisseur d'isolant de 10, 15, 20 cm en fonction du confort que l'on souhaite. Soit on a la possibilité de passer par l'extérieur, on appelle ça une ITE, une isolation par l'extérieur, et on va tout simplement amener ce même principe d'isolant qu'on allait le mettre dedans, on va le mettre dehors. Donc ça permet de gagner des mètres carrés à l'intérieur, sauf que c'est pas toujours possible, c'est assez coûteux, donc c'est quand même un facteur important. C'est surtout très intéressant si par exemple à un moment vous avez des peintures à refaire, des enduits à l'extérieur qui sont abîmés et vous posez la question de refaire toute cette partie-là. Votre maison, elle est énergivore ou c'est une passoire thermique et vous avez un niveau de confort qui n'est pas bon. Faites une étude d'isolation par l'extérieur. C'est certainement la meilleure solution. Vous allez garder vos espaces intérieurs, vous n'allez rien abîmer et vous allez amener une solution complémentaire d'isolant à l'extérieur. Inconvénient, c'est coûteux. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, les constructeurs évitent en construction conventionnelle, maison neuve, de faire de l'isolation par l'extérieur parce que c'est plus coûteux que de l'isolation par l'intérieur. Sur le coup. La discussion, elle se fait aujourd'hui à ce niveau-là. Oui, sur le coup. Si on parle de performance, quelle est la plus performante des isolations? L'isolation par l'extérieur. Vous avez une enveloppe, vous venez la fermer par l'extérieur, c'est là où vous serez le mieux et en plus, vous n'allez pas toucher vos volumes intérieurs, donc vous conservez les espaces que vous avez. C'est très clair. Merci beaucoup pour l'explication. Est-ce que tu peux aussi développer, alors toi je fais le choix des isolants biosourcés, on en a parlé. Oui. Est-ce que tu peux juste expliquer les différents types d'isolants qui existent aujourd'hui sur le marché? Peut-être expliquer brièvement à quoi ils correspondent et peut-être voir le rapport aussi qualité-prix pour ces isolants. Oui. Alors ça sera très facile de retrouver les informations sur notre site wateco.com parce qu'on a des éléments justement de téléchargement, de comparaison qui viennent. On pourrait le mettre aussi en descriptif pour les gens. Et ça vient, pour le coup, soit c'est des documents qui viennent d'organismes de certification, soit des CAUE dans l'organisme des architectes français, etc. Donc, c'est pas forcément nos propres documents à nous. En fait, on a
plusieurs solutions. Je serais tenté de dire 3 types de solutions en termes d'isolants. Première solution, qui est très souvent connue, qui est assez simple, assez facile, pas très performante, qui est tout ce qui est lié à base de pétrole. Donc, c'est des polystyrènes, etc. Tous ces produits-là, assez légers, assez faciles à mettre en œuvre. Inconvénient majeur de ces produits, le confort d'été. Ces matières-là ne fonctionnent pas bien pour empêcher la chaleur l'été de rentrer dans la maison. C'est les plus mauvais résultats qu'on puisse avoir pour se protéger l'été de la température. Donc, si vous utilisez ces produits, facile à utiliser, rapide, gros inconvénient, quasi pas de recyclage sur ces produits aujourd'hui. Vous mettez des produits pétroliers dans vos murs, il n'y a pas de solution aujourd'hui de recyclage, c'est un gros problème. Sur lequel il faudra à un moment donné que les industriels qui produisent ces matériaux-là se posent quand même la question. Donc, facile de mise en œuvre, entre guillemets, pas cher, niveau de performance, à déconseiller, vraiment pas bon, particulièrement en confort d'été. Deuxième solution, c'est une solution que l'on connaît bien, sur laquelle nous, on attire souvent l'attention, parce qu'on a chez nous des gros fabricants, dont un en particulier qui est un grand groupe et qui pèse 40 milliards d'euros et qui a décidé de faire penser à tous les clients, consommateurs, pas conso-acteurs. On a une création d'un produit que l'on a baptisé, enfin qui l'a baptisé, la laine de verre. Il y a environ une 50aine d'années de ça. Alors, ce produit-là, en fait, c'est pas de la laine, parce que nous, au Pays Basque, la laine, c'est le mouton. Donc ça, c'est de la fibre de verre. Il faut savoir que dans toutes les commissions, moi je fais partie des commissions isolation auprès de l'AFNOR, où je représente l'État français sur les commissions isolation, partout en Europe, on appelle ça la fibre minérale, on appelle pas ça de la laine, sauf en France. Donc, on a des produits qui sont issus d'un procédé de production industrielle qui consiste à fusionner du sable à 1200-1400 degrés. Donc, on vient fusionner et on en fait une fibre. Et cette fibre, on la mélange avec un liant. Et c'est ça, entre guillemets, que l'on appelle couramment laine de verre, qui est de la fibre de verre, et qui va servir à un moment, normalement, à isoler les murs. Alors, c'est meilleur que le polystyrène. C'est largement moins bon que les matériaux biosourcés, je vais vous expliquer. Mais par contre, c'est un procédé aujourd'hui qui est très énergivore, polluant. Il n'y a pas de solution de recyclage. Je vous engage à faire quelque chose. Appelez les grands groupes qui ont fabriqué ces produits et demandez-leur de récupérer vos produits. C'est-à-dire que vous allez les déposer à un moment donné dans les combles pour remettre un isolant neuf. La durée de vie de ces matériaux donnés par les fabricants sont de 20 ans. Et il y a encore 3 ans de ça, ils mettaient des formoles à l'intérieur de ces produits qui, d'un point de vue des études de l'ANSES, sont normalement strictement interdits. Donc, ils peuvent provoquer tout un ensemble de problématiques de santé. Mais je vous engage à les contacter en disant, voilà, moi je vais enlever sous ma toiture les produits que vous aviez vendus et fabriqués. Est-ce que vous les reprenez? Vous allez avoir la réponse. Ça va être centre d'enfouissement déchets. Il y a un cheminement aussi sur la performance. On les fait, on les installe, et dans la durée de vie, 20 ans, 30 ans, 50 ans, nous les biosourcés c'est 50 ans, qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie? La question, il faut que le fabricant il se la pose maintenant, pas après, parce qu'après ça marche pas. Donc ça s'appelle de l'éco-conception, qui fait partie de l'économie circulaire. Donc avant de mettre un produit sur le marché, qu'est-ce qu'on va en faire? Qui va payer? Si on doit l'enlever, comment on va le recycler? Très important. Donc aujourd'hui, ces produits minéraux, quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est comme ça. Le niveau de performance de ce produit est meilleur qu'un produit conventionnel polystyrène, mais c'est pas très bon non plus. On va dire que c'est 2 fois à 3 fois moins bon en performance énergétique qu'un isolant biosourcé, donc un isolant issu de matières renouvelables. Donc, pour venir sur les isolants biosourcés ou issus de matières renouvelables, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? On va trouver des matériaux, justement, comme la ouate de cellulose, issue du papier recyclé, fabriqué à base de bois, qui viennent des arbres, qui piègent le carbone. On va trouver des matériaux comme le chanvre, on va trouver des produits. Alors, le bois est un cas un peu particulier, on l'appelle pas le biosourcé, parce que le bois, c'est du bois. C'est comme ça, dans l'appellation du biosourcé. Et on va trouver, donc, ces produits-là, sont des produits respirants, très importants,
contrairement aux 2 autres précédemment. Et vous allez trouver des produits qui vont laisser respirer, réguler l'humidité de votre maison. Une maison, c'est très important. Vous allez générer un moment, en vivant dans la maison, de l'humidité. Vos appareils vont générer de l'humidité, etc. Donc, il faut que votre maison, elle respire. Ce qu'avaient bien compris les anciens. Si à un moment donné, on a des matériaux qui ont tendance à fermer complètement l'humidité dans les parois, à ne pas respirer, on va aller vers des dégradations avec des points de moisissure, avec des odeurs, avec tout un ensemble de développement de problèmes ou de l'humidité emmagasinée dans les parois qui vont faire de la surconsommation d'énergie. Donc, le biosourcé, c'est le contraire. Il va vous laisser respirer, c'est comme un Gore-Tex, il va vous laisser respirer le corps, il va vous protéger en même temps. C'est lui qui a la meilleure solution pour vous protéger l'été quand la chaleur veut rentrer et protéger l'hiver quand la chaleur veut sortir de la maison. En fait, c'est des matériaux qui ont, on appelle ça de l'inertie, donc ils ont la capacité de protéger très longtemps en gardant la chaleur à l'intérieur, le matériau pour que la chaleur ne ressorte pas à l'intérieur du matériau, pour que ça ne ressorte pas à l'extérieur. Et de la même façon, quand la chaleur va essayer de rentrer en pleine chaleur, ça va protéger à 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, le temps du cycle entier de la chaleur pour que la température ne rentre pas dans l'habitat. Et en parallèle de ça, on a les matériaux recyclés, comme le textile et le coton. Alors là, on va avoir des matériaux qui, à la base, sont également végétaux et qui ont le même niveau de performance que du biosourcé en régulant l'humidité, avec une différence de fond assez essentielle pour nous en tant que fabricants. Ce sont des matériaux légers. C'est-à-dire qu'ensuite, dans les matériaux biosourcés ou les matériaux recyclés, nous, on fait une différence à un moment avec des matériaux qui sont plutôt lourds et des matériaux qui sont plutôt légers. Le poids rentre en compte. Oui, le poids rentre en compte tout simplement parce que les personnes qui ont peut-être déjà ou fait des devis pour leur maison ou ont voulu rénover leur maison, quand vous avez par exemple un plafond et que vous avez, on appelle ça une plaque de plâtre cartonné, tous les gens appellent ça différemment aujourd'hui, mais bon, c'est le nom en général aujourd'hui réglementaire de la plaque de plâtre cartonné, et bien en fonction de l'épaisseur de votre plaque, vous avez un certain poids que vous pouvez mettre sur votre plaque de plâtre cartonné. Et quand on a des matériaux, par exemple, type la ouate de cellulose ou la fibre de bois, il se peut qu'à un moment donné, vous soyez dans les limites d'autorisation de supporter le poids, et pour des raisons réglementaires, et donc il faut passer à des matériaux plus légers. Très souvent, les fabricants ou les constructeurs de maisons ont tendance à vous proposer les fibres minérales parce que c'est des matériaux légers. Ben, nous, on a une solution aujourd'hui avec le coton et textile recyclé Fideco, puisqu'on est au poids d'un matériau léger comme la fibre minérale, mais 2,5 fois plus performant grâce à sa capacité de réguler l'humidité, avec en plus une fibre qui a de l'air à l'intérieur, donc on a un double effet qui se coule, on a de l'air dedans, on a de l'air autour, et un matériau qui va réguler jusqu'à 25% d'humidité dans la maison. Et ce matériau-là, donc nous on l'a développé en recyclant les matières, entre autres, du village Emmaüs de l'Escarpeau. Et c'est des matières qui sont commercialisées chez un certain nombre de négoces de matériaux et à travers nos partenaires, vendues au prix de ce qu'on appelle la laine de verre. C'est-à-dire que pour aller jusqu'au bout, dans l'analyse des matériaux, on a effectivement différents matériaux qui ont aussi des caractéristiques de prix. Pendant très longtemps, et c'était vrai, on a expliqué que oui, mais moi, je peux pas isoler avec un matériau performant et écologique parce que ça vaut très cher. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Sur le rapport qualité-prix, aujourd'hui, on sait Oui, s'aligner. voilà, il faut vraiment que vos auditeurs ils soient bien ou qu'ils comprennent les informations, ils peuvent nous les demander. On a aujourd'hui des entreprises, on a des artisans qui vont vous proposer un produit de très haute qualité thermique, comme la ouate de cellulose, la fibre de bois, le coton recyclé, etc., au prix d'un isolant conventionnel. Ou alors l'écart de prix est vraiment faible, c'est 1 euro ou 2 euros du mètre carré, mais pour des niveaux de performance qui vont vous faire jusqu'à doubler votre économie d'énergie. C'est très important. Et justement, par rapport à ces niveaux de performance, je rebondis. On parle souvent d'indicateurs pour les isolants. Est-ce que tu pourrais nous les détailler pour que les gens puissent comprendre en fait qu'est-ce qu'il faut regarder justement pour calculer la performance et savoir qu'est-ce qui est important dans les isolants? Alors, on va essentiellement regarder, il y a 3 indicateurs, mais on va essentiellement regarder 2 indicateurs aujourd'hui quasiment réglementaires. Le premier, c'est ce qu'on appelle la résistance thermique donnée à travers la valeur lambda. Ça veut dire qu'à un moment donné, le ministère du Logement dit
je vous demande, si vous refaites la rénovation d'un mur, de mettre minimum une résistance thermique de 3,7. Alors, cette espèce de chiffre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir que vous mettiez une épaisseur. Vous avez votre mur, vous allez mettre un isolant qui va venir en doublage. Cette épaisseur-là d'isolant, il va falloir à un moment que vous mettiez un R de 3,7 et l'épaisseur de l'isolant va dépendre de sa performance. Donc, si vous avez un isolant qui est très performant au niveau d'une valeur qui s'appelle le lambda, ben vous allez peut-être mettre 120 mm. Si vous avez un isolant qui va être moins performant, vous allez peut-être mettre 160 mm pour avoir le même R, la même résistance thermique. Sauf que ça, c'est un des paramètres du confort. C'est pas tous les paramètres. En fait, il y a 3 paramètres. Le deuxième élément, ça va être le confort d'été, le déphasage. Et c'est là où vont rentrer, entre autres, en ligne de compte des matériaux qui ont la capacité à réguler l'humidité, à avoir de la masse et à respirer au travers le mur. Or là, vous pourriez y avoir accès sur notre site internet, vous avez des études qui sont faites par différents organismes pour faire simple, pour que vous compreniez de façon simple cette notion de confort d'été. Quand la chaleur, par exemple mois de juillet ou juin ou août, va taper, on va avoir environ un cycle de chaleur d'été. Alors très souvent, on a des toits en 2 pentes chez nous. On va avoir un cycle du soleil comme ça qui fait le tour. Et on considère que sur une pente, on aura maximum 8 heures qui va venir taper avec le soleil, y compris quand c'est plein haut. Donc, vous prenez un produit classique type polystyrène. Au bout de 2 heures, vous avez la température qui rentre à l'intérieur de la maison. Vous prenez un isolant type fibre de verre, ce qu'on appelle couramment laine de verre. Vous avez la chaleur au bout de 3 heures et demie, 4 heures, 4 heures et demie pour les meilleurs, où effectivement ça rentre à l'intérieur. Et là-dedans, je mets aussi ce qu'on appelle les laines de roche, qui sont des fibres de roche. Donc on a un confort un peu meilleur parce qu'on a un peu plus de masse, mais il faut bien comprendre que le verre est un conducteur. Si vous avez, un jour amusez-vous, si vous avez un testeur de température, regardez avec une température extérieure qui va taper sur un verre le niveau de température, donc vous avez, 40 degrés dehors, ça va taper sur le verre, prenez la température du verre, vous allez être à 55 ou 60 degrés. En fait, le verre, il prend la température parce qu'il est issu de la fusion. Donc, quand la chaleur va arriver au niveau du mur, automatiquement, elle va s'accumuler parce que vous avez un matériau issu de la fusion et elle va vous faire monter très rapidement la maison. Donc, entre 3h30 et 4h30 avant que la chaleur ne rentre. Si vous prenez la ouate de cellulose, le coton, vous allez mettre entre 7h30 et 8h. Donc, vous passez le cycle entier de la chaleur d'été sans avoir de surchauffe. Plus vous augmentez votre épaisseur, bien sûr, plus vous allez avoir de confort en empêchant la chaleur de rentrer en été et la chaleur de sortir en hiver. Il y a une limite à ça. Si vous avez 15 jours, 3 semaines de très forte chaleur, au bout d'un moment, les matériaux, ils se chargent. Et il faut qu'à un moment, ils puissent se décharger. Alors, en règle générale, c'est pendant la nuit. Mais si vous avez en permanence un niveau de température qui reste la nuit à 25 degrés, comme on a pu avoir cet été, par exemple, avec les fortes chaleurs. Voilà. Donc, au bout d'un moment, le matériau, il va faire son effet. Le matériau type ouate de cellulose, fibre de bois ou coton. Donc, il va vous empêcher la chaleur de rentrer. Mais si vous avez 5, 6 jours, 7 jours d'affilée où la température, elle descend pas en dessous de 25, 28, 30 degrés la nuit, le matériau ne pourra pas déphaser. Il ne pourra pas relâcher l'intégralité de la température pour redescendre. Voilà. Donc, ça marche super bien, sauf dans des configurations très extrêmes où on va se retrouver sur des niveaux de température vraiment avec de gros décalages. Voilà. Et donc, la différence, elle se fait à ce niveau-là avec les matériaux. Donc, le premier facteur, c'est ce qu'on appelle la résistance thermique qui est donnée avec une valeur lambda de chaque matériau qui décrit une épaisseur. C'est on va dire, du transfert. Cet appareil-là, si je devais vous expliquer comment ça marche, on fait en fait, c'est une espèce de gros micro-ondes, je ne l'ai pas sous la main, il est en bas dans le laboratoire. C'est un gros micro-ondes dans lequel vous avez, on va mettre l'isolant au milieu et vous avez à un moment donné une température ici à 20 degrés avec un flux qui va traverser l'isolant et en dessous, vous avez une température à 0. Et ce qu'on va regarder, c'est exactement comme si vous aviez 0 l'hiver à l'extérieur de la maison, 20 degrés
à l'intérieur de votre maison et on va regarder le flux de température qui va traverser et ça donne une valeur qui est le lambda qui donne la résistance thermique. C'est essentiellement une valeur qui est bonne pour analyser la valeur, entre autres, de transferts d'hiver. Mais ça ne correspond pas au déphasage d'été. Parce D'accord. qu'après, on est sur des cycles très très longs de température où on calcule de façon différente l'inertie du matériau. Donc aujourd'hui, au niveau réglementaire, c'est arrivé depuis peu, depuis la RT 2012. Le ministère du Logement demande de regarder la résistance thermique, quelque part le confort d'hiver, d'une certaine façon, mais aussi le confort d'été, parce qu'on a tous vu cet été, avec les écarts de température que l'on a eu, que si vous n'êtes pas assez isolé, comment vous faites? Soit vous avez trop chaud, soit vous ajoutez des systèmes de clim, Mais et ce du qui coup, consomme aussi, donc ce qui est idiot et qui coûte énormément. Oui. voilà. Mmh. Et donc, vous vous retrouvez avec des factures d'énergie très importantes parce qu'à un moment donné, vous allez devoir refroidir. La meilleure solution, à un moment, c'est ce qui coûte le moins cher dans l'habitat, c'est votre enveloppe. C'est non pas votre charpente, vos murs, etc., vos vitrages. La partie isolation, aujourd'hui, c'est ce qui coûte le moins cher dans une maison. C'est là où vous améliorerez le mieux le confort. Donc, ne faites pas l'économie de l'enveloppe. Essayez de mettre le meilleur isolant possible et c'est quelque chose que vous n'allez pas voir. Car vous faites une jolie cuisine, vous la voyez. L'isolant, il est dans les parois. Si vous mettez un mauvais matériau, alors, bien sûr, on comprend. Tout le monde a des budgets, c'est de plus en plus compliqué, les matériaux augmentés. Enfin bref, on est tous au fait de ce genre de problématiques. Mais c'est essentiel à un moment de regarder à long terme. Je vous donne une image. On a fait un suivi sur des maisons sur les communes d'Anglet, Bayonne et Biarritz, qui pour certaines appartiennent à des particuliers et d'autres appartenaient à la commune, où on a fait des essais de mesure de consommation d'énergie avec un ancien isolant. Il se trouve que c'est des isolants minéraux en couches croisées, donc des couches croisées de ce qu'on appelle couramment la laine de verre, donc d'une durée environ qui avait une quinzaine d'années. On avait fait un diagnostic à la caméra thermique, on avait l'impression qu'il y avait des ponts thermiques partout avec des zones bleues. Et quand on regardait l'isolant, on avait l'impression qu'il était bon. En fait, on ne voit pas toujours l'humidité accumulée dans les produits et la dégradation des isolants. Il faut vraiment regarder à la caméra. Donc, ce qu'on a fait, on a pris la décision, avec plusieurs acteurs sur une cinquantaine de maisons, de déposer les anciens isolants et passer en ouate de cellulose au niveau des combles perdus, donc uniquement du plafond. Conclusion, on est passé en moyenne à une économie d'énergie l'année suivante de 45% d'économie d'énergie sur l'année complète. 45%. La maison, on a économisé le plus. Donc, tout ce que l'on a fait uniquement, c'est changer l'isolant des combles. Et justement, au niveau de la ouate de cellulose, est-ce qu'elles sont toutes équivalentes sur le marché ou est-ce qu'il peut y avoir des différences? Non, alors on a des écarts assez importants. Vous avez comme tous les produits, vous avez des bons et des mauvais produits. Nous, dans notre cas, et pour ce qui concerne Wateco, on propose ce qui se fait de mieux et de meilleur en qualité. Ça veut dire que toutes les matières qui rentrent, ce sont des matières propres. C'est pas de la déchetterie. Les gens qui s'imaginent ça se trompent. C'est des matières qui valent en moyenne 350 € la tonne à l'entrée. Donc, c'est des papiers type des invendus de journaux, des papiers bureautiques propres. Il peut y avoir des coups de stylo dessus, mais ce ne sont que des matières propres. Il n'y a pas de métal, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas d'huile, etc. Et ça ne vient pas des centres de recyclerie qui, tout simplement, ne sont pas capables de faire ce type de tri. Donc, c'est soit du tri manuel que l'on fait avec des associations, soit c'est des invendus de journaux quand on a, par exemple, des tirages de journaux des journaux comme nous, régionaux, ils tirent à 250 000 exemplaires. Des fois, ils n'en vendent que 150 000. Donc, il y a 100 000 exemplaires qui partent au rebut. Nous, on rachète ces matières et on les recycle. Mais ce ne sont que des matières propres, sèches, pour le cas de Wateco, et qui proviennent toutes en circuit court, maximum de 250 ou 300 km autour de chez Donc nous. elles sont triées sur le volet, donc ça assure une qualité aussi certaine. On appelle ça la crème. Et en face de nous, qui achète sur ces marchés-là? Les Chinois. Donc, on a aujourd'hui, c'est un secteur du recyclage comme le métal, le bois, etc. Donc, on a en face 45 acheteurs chinois qui nous envoient des bateaux sur lesquels ils ont fait plein de transformations de bois qu'ils ont réalisées chez eux et qui très gentiment nous les renvoient pour les acheter en produits finis. Donc, aujourd'hui, nous, on est soumis à un marché qui est un cours mondial pour le coup sur les papiers et qui là sur les 2 dernières années on a eu 100% d'augmentation sur les matières premières. Notre cahier des charges, c'est
le meilleur rapport qualité-prix-performance. Donc, on n'est pas les moins chers, ce n'est pas l'objectif, on ne le sera jamais. Par contre, on propose la meilleure qualité sur le marché, la plus haute performance, la plus haute économie d'énergie et la durée de vie la plus longue, et avec des produits également, du fait qu'ils soient propres, qui n'ont pas besoin d'être protégés contre, par exemple, des développements de moisissures. Ça, c'est vrai aussi bien pour la partie ouate de cellulose que pour la partie textile, parce que justement, on fait tout un travail en amont, alors qui est fastidieux, de contrôle sur les matières, mais qui nous permet d'avoir les meilleures qualités et que, pour nous, le constructeur de maisons individuelles, le conso acteur, comme je disais, c'est notre frère, c'est notre famille, c'est notre cousin. Donc, on propose ce qu'il y a de mieux en qualité pour que ça dure longtemps, que ce soit le plus performant possible. Donc, les écarts, effectivement, ils existent au niveau des produits. Et justement, tu parlais de coton recyclé et de ouate de cellulose. Si on fait un focus un peu là-dessus, est-ce que tu peux nous dire la Oui, différence entre les deux, si on part vraiment dans les matériaux biosourcés, puisque vous proposez les deux oui. aujourd'hui? La différence se fait vraiment sur deux systèmes totalement de recyclage. Où d'une part, on a d'un côté un produit papier où on met à un moment ce produit-là, ouate de cellulose. Nous, en l'occurrence, chez Wateco, on a un produit qui n'a pas d'impact carbone négatif sur l'environnement. Et l'objectif, c'est vraiment ça, c'est arriver à produire et à proposer un matériau qui n'ait pas non plus d'impact sur l'environnement, ou en tout cas le moins possible. Donc, ce produit-là, on met le papier à l'entrée de nos machines, 5 minutes après, l'isolant, il est fabriqué. Donc, c'est très rapide, très court. Et à part de l'énergie électrique où on défibre et on met un sel qui protège et qui ignifuge, ben, le produit va très, très vite en fait en production. Il a un niveau de coût, heureusement, de production, entre guillemets, faible par rapport à une matière première qui a beaucoup augmenté. Pour le coton, c'est totalement différent. Le coton, il faut trier chaque matière une à une. Il faut s'assurer que les matières, eh bien, comme j'ai expliqué, il faut qu'elles soient propres, donc elles sont lavées, elles sont propres, toutes sont touchées à la main, toutes sont triées. Donc ça veut dire de la manipulation. Et derrière, on a un outil de transformation qui est vraiment très particulier. On est les seuls à avoir ça en France, on n'est que 2 en Europe. Nous, on recycle, on met un jean entier avec les boutons, les ourlets, etc. Et les machines vont au fur et à mesure nettoyer complètement tout ce qui va passer au niveau des machines, et jusqu'à arriver à avoir une fibre complètement propre. Donc, on a effectivement une capacité de nettoyage qui nous permet d'aller aujourd'hui beaucoup plus loin que l'isolant, puisqu'on est capable de refaire de la fibre pour refaire du fil. Donc, la différence entre les deux matériaux se fait sur le procédé, qui est beaucoup plus lourd pour faire du coton et du textile recyclé. Et par contre, le matériau est vraiment très différent, puisque pour donner une image simple, si on souffle en plafond une résistance thermique de 7 sur un plafond en watts de cellulose, on va être pour notre produit à 10,7 kg au mètre carré. C'est ce c'est ce que l'on voit sur chantier, sur nos mesures en moyenne avec les artisans. Et quand on va souffler du coton, Fileco, on va se retrouver entre 4 à 6 kg au mètre carré pour un R de 7, avec une moyenne de 5 kg. Donc en fait, on est plus de 2 fois plus léger, presque 2 fois et demi. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, alors, peut-être que vous ne savez pas pourquoi vous vous habillez en coton et pas finalement en laine de verre. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, tout simplement parce que le coton, c'est aujourd'hui la fibre qui a la meilleure capacité de régulation de l'humidité. Donc, c'est une fibre de façon naturelle qui peut réguler jusqu'à 22-25% d'humidité et qui va à un moment donné, en particulier l'été, relâcher cette humidité contre votre corps, qui se passe aussi au niveau de la maison, et vous faire baisser la température du corps. On appelle ça du changement de phase. Et c'est très intéressant parce que on s'est posé la question au départ, pourquoi un matériau aussi léger avait un niveau de performance aussi élevé? Ben, grâce à sa capacité de régulation de l'humidité. Mais qui va avoir un niveau de performance équivalent à des matériaux biosourcés beaucoup plus lourds, comme la ouate de cellulose, voire la fibre de bois, qui est encore à un niveau supérieur. Mais on est très très proche de ces matériaux-là, où on a quasiment la meilleure performance, qui va nous amener aussi les meilleures économies et la récupération de pouvoir Et au d'achat. niveau de l'usage, je suppose que ça dépend aussi des infrastructures et des typologies de maisons pour savoir si on utilise du plus léger ou entre guillemets si on devait choisir entre du coton aujourd'hui ou de la ouate de cellulose, ça dépend effectivement peut-être des C'est infrastructures. exactement le cas. Donc, en fonction de la structure et du type de construction que l'on va réaliser, en fait, il y a des éléments techniques aujourd'hui avec, on appelle ça
assez vulgairement des DTU, des documents techniques unifiés. Donc, à un moment donné, la réglementation française, qui est quand même assez lourde, va vous donner des informations en vous disant, ben voilà, si vous mettez ce type de plafond, avec un rail métallique, par exemple, tous les 50, eh bien, vous ne pouvez pas mettre plus de 10 kg au mètre carré. Si vous avez un rail métallique tous les 60, c'est pas plus de 6 kg. Donc là, il y a un vrai choix qui se fait par rapport aux matériaux et par rapport à l'alternative de mettre ou du coton et textile recyclé ou de mettre, par exemple, de la ouate de cellulose ou un autre isolant, parce que ça va vraiment dépendre de ce qu'a la capacité également à supporter à un moment donné votre structure ou votre ossature. C'est très clair. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces explications. Si ça te va, on passe à la phase action parce que je vois que Bien l'heure sûr. tourne Juste. et je pense qu'il faudra que tu reviennes un jour pour continuer parce Avec que c'est plaisir. passionnant. On va sur la phase action et concrète avec les petites questions. Parfait. Et concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Nos éditeurs, ils ont un projet d'isolation de leur comble ou de leur mur. Qu'est-ce que tu leur conseilles en première question à se poser, un premier pas très concret quand on a ce type de projet ? En rénovation. En rénovation ou alors c'est vrai que ça peut différer en construction, mais on va dire en Oui. rénovation alors, c'est le tout. En rénovation, la première des choses, c'est de s'assurer de la qualité de votre plafond. Donc, c'est la première des choses. Donc, c'est regarder. Alors, si vous ne savez pas appeler un artisan, si vous avez acheté la maison et que c'est pas la vôtre, ou vous l'avez pas fait construire, c'est important de savoir comment ça a été fait, parce que c'est vraiment ça qui va vous guider ensuite dans ce que vous allez pouvoir utiliser. Regardez si vous avez des points de moisissure. Si vous commencez, en fait, c'est tout bête ce que je vais vous dire, hein. C'est au même titre que quand vous allez voir le dentiste et qu'il regarde vos dents. Si vous avez un doute à un moment donné sur une qualité de quelque chose, sur l'électricité, parce qu'elle est ancienne, sur des spots, vous avez passé des trous, est-ce qu'ils sont protégés ou pas si vous mettez un isolant, des conduits de cheminée, il y a tout un ensemble de choses réglementaires. Regardez, si vous ne voulez pas, vous ne souhaitez pas, appelez un artisan, appelez-les pour faire un diagnostic. C'est vraiment la priorité. Chaque maison est différente, chaque structure est différente, les accès, les régions, le fonctionnement. Donc vraiment, soit vous avez la capacité à aller voir, monter dans vos combles, ou regarder par la toiture si vous êtes obligé de passer par l'extérieur, enlever quelques, je sais pas, tuiles ou tout dépend ce que vous avez. C'est moins facile quand c'est de la lose, mais à un moment, il faut que vous regardiez. Surtout, un conseil, refusez les personnes qui vont intervenir sans aller voir. Mmh. Vraiment un conseil de base. C'est tout bête. Regardez ce que vous avez. Est-ce que tout est en état? Si le plafond est en état, il n'y a pas de traces d'humidité, il n'y a pas de fissures, etc. Ça veut dire que déjà, potentiellement, ça supporte. Donc, vous pouvez remettre un isolant par-dessus. Enlevez l'ancien isolant. Si vous avez un isolant minéral qui a 15, 20, 25 ans, normalement, il y a une obligation sous cet isolant de mettre un pare-vapeur, parce qu'il ne faut surtout pas que l'humidité remonte dans l'isolant. Autant vous dire que des pare-vapeurs sous des isolants minéraux, on doit en voir peut-être 2 dans l'année en France, donc c'est très rare. Il y a peu de probabilité que vous en ayez d'installer, donc moi, je vous conseille en tout cas d'enlever l'isolant. Si vous avez un doute et vous dites en termes d'économie, pourquoi ne pas le laisser? Prenez ou soit louez une petite caméra, une caméra thermique, ou faites-vous conseiller par quelqu'un qui a une caméra pour regarder votre plafond et regardez, oui, non, si vous avez des ponts thermiques. Si vous avez des grosses zones bleues que vous voyez au niveau de votre plafond, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de comment marche une caméra thermique, mais si vous avez des grosses zones bleues, ça veut dire que vous avez un problème de toute façon avec votre isolant, même si vous pensez qu'il est bon. Je vous conseille de déposer et d'enlever les isolants qui ont 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans minéraux, parce que comme j'expliquais, les fabricants avant mettaient des formoles. Alors ces formoles, il y a des émissions qui se font à l'intérieur des maisons, entre autres, ou des appartements, et c'est des produits qui sont considérés comme toxiques. Donc vous avez une étude de la part de l'ANSES sur le sujet, qui regarde les niveaux d'exposition des maisons à ce type d'isolant. Je vous conseille fortement de l'enlever et certainement, peut-être vous vivrez mieux, mais en tout cas, vous vivrez, j'espère, plus longtemps. Donc, enlevez l'ancien isolant, repassez avec un isolant neuf. Si vous avez la possibilité, avant de mettre un isolant
type ouate de cellulose ou coton ou fibre de bois ou chanvre, je vous conseille de mettre, si vous pouvez, un frein vapeur. Pourquoi ? Parce que c'est une membrane d'étanchéité à l'air qui permet de garantir l'étanchéité et en moyenne qui permet de réduire de 10% de plus les consommations, les baisses de conso d'énergie. Alors, c'est pas une obligation. Avec des isolants respirants comme les nôtres, il n'y a pas réglementairement d'obligation. L'industriel vous apporte les préconisations. Si vous pouvez, c'est conseillé. C'est pas toujours facile. Si vous réalisez une maison neuve, c'est plus que fortement conseillé. Moi, à mon sens, c'est obligatoire. Mettez un Surtout frein. aujourd'hui. Absolument. Mais c'est là où, malheureusement, je dirais, la réglementation, elle est floue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous donne des informations de réglementation et au lieu de dire c'est obligatoire, on écrit il est fortement conseillé. Or, quand vous mettez une membrane d'étanchéité à l'air, puisque ça s'appelle comme ça, un frein vapeur ou un pare-vapeur, l'objectif, c'est de vous garantir l'étanchéité pendant 10 ans. Donc, ça veut dire la performance de votre maison avec une consommation modérée d'énergie pendant 10 ans. En aucun cas, ce qu'on appelle couramment placo, qui est une plaque de plate cartonnée, n'assure l'étanchéité à l'air pendant 10 ans. C'est un parement. Faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'à un moment, vous roulez sur les pneus, vous roulez pas sur les jantes. Et on est exactement dans cette position-là. C'est la membrane d'étanchéité à l'air qui fait l'étanchéité, qui va garantir pendant 10 ans la performance de votre enveloppe. C'est pas le parement devant. Qui plus est, vous risquez de faire des trous, poser des spots, enfin bref. Donc, ça ne garantit pas la performance. Bien sûr, vous avez toujours plein d'intervenants qui vous expliquent que c'est tout comme on met ça, c'est pareil. Ben non, c'est pas pareil du tout. Petite anecdote, une de mes relations avait construit une maison, donc RT 2012, n'avait pas mis la fameuse membrane d'étanchéité à l'air et là, probablement une partie des auditeurs doivent le savoir, quand on fait une maison, il faut faire normalement, enfin aujourd'hui d'un point de vue réglementaire, il faut faire une étude thermique. Donc normalement, vous êtes obligé d'indiquer comment va être construite votre maison et le niveau de consommation énergétique qu'elle va avoir à l'année. Ça, c'est vous qui vous engagez. Ça veut dire que pendant 10 ans, le maître d'ouvrage, celui qui construit la maison, il est responsable de la performance de la maison. La RT 2012, dans les textes de loi, explique que si vous revendez votre maison dans les 10 ans, que le niveau de confort n'est pas bon, c'est-à-dire ne correspond pas à l'étude que vous avez faite d'origine, vous êtes tenu de remettre en état avec la membrane d'étanchéité à l'air, donc tout déposer, tout refaire. Si vous ne le faites pas, vous êtes passible de 45 000 € d'amende, 6 mois d'emprisonnement. Donc, les constructeurs le savent. La plupart jouent sur le fait que on est nous que maître d'œuvre. Le responsable, c'est le maître d'ouvrage. C'est celui qui va payer, qui prend la décision. Et ils disent, de toute façon, il y a aujourd'hui 7 contrôleurs en France. La probabilité qu'ils arrivent chez nous pour dire à un moment donné, la maison, ça marche pas comme il faut, l'étude, elle est pas bonne, c'est très faible. Donc, c'est pas grave. Et ils vous expliquent, mais non, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de la membrane, on va juste vous faire l'étanchéité à l'air. Et monsieur, madame, ça marche très bien en mettant juste une plaque de plate cartonnée. Oui, ça marche très bien pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. Après, vous avez tout qui sèche, les bandes qui craquent, ou à un moment donné, des liaisons qui vont sécher également du fait que vous habitiez à la maison. Et ça peut faire des malfaçons, effectivement. Et ça marche plus du tout. Et une de mes connaissances a eu la très bonne idée de revendre sa maison dans les 3 ans à quelqu'un qui s'y connaissait très bien en thermique, qui était ingénieur de formation. Il a passé une année dans la maison. Il a dit, monsieur, je suis désolé, par rapport à l'étude thermique que j'ai eue et qui m'a fait acheter la maison, votre maison qui a moins de 10 ans, on n'est pas bon. J'ai consommé 2 fois plus. Conclusion de ça, la connaissance que j'ai a dû refaire une bonne partie de la maison en mettant en œuvre dans les règles de l'art avec les membranes. Donc, attention à ça. Vaut mieux éviter la roulette russe, de se dire peut-être que ça va tomber sur nous. C'est exactement le cas. Privilégiez à un moment des entreprises qui vont être à l'écoute, vous proposer des solutions performantes, bas carbone. Bien sûr, nous on vous conseille biosourcé parce qu'en termes d'impact pour l'environnement, c'est largement moins impactant, mais surtout beaucoup plus efficace pour votre porte-monnaie à long terme. Aujourd'hui, on parle tous de performance énergétique et de passoire énergétique. On recherche des solutions pour un moment réduire nos consommations. Dieu sait que l'énergie a augmenté. Surtout, demandez des devis comparatifs, privilégiez des matériaux biosourcés qui, en moyenne, par rapport à des isolants conventionnels, minéraux ou polystyrène,
vont vous faire 20 à 25% de plus d'économie d'énergie par an. Il y a un mouvement de fond de conscience qui est en train d'être pris où les gens, ils veulent qu'on arrête de les prendre pour des moutons. Ils veulent à un moment qu'on leur conseille des produits performants et des produits justement économiques dans tous les sens, qui permettent aussi de faire des économies à long terme et qui soient pour le coup pertinents. Donc le mouvement est en train de se faire, y compris au niveau des grands groupes, parce qu'ils ont bien compris que faire venir du sable par bateau depuis l'Afrique, ça avait des limites, parce qu'aujourd'hui, une bonne partie des sablières en Europe, elles ont disparu. Donc, de toute façon, mais chaque petite goutte d'eau que chacun d'entre nous va apporter aura un impact déterminant sur l'avenir qu'on va faire pour nos enfants, qu'on va leur proposer. Donc, si vous évitez à un moment donné de mettre ce type de matériaux, que vous privilégiez des matériaux qui piègent du carbone comme les biosourcés ou les matériaux recyclés, et pour peu qu'ils soient collectés, fabriqués chez vous avec un faible impact environnemental et une forte économie d'énergie, mais ce n'est que du bon sens. C'est pour vous et pour nous. Et justement, dans ta vision, dans le meilleur des mondes d'après toi, c'est quoi ton bercail idéal? Le tien, hein. Le bercail idéal, c'est probablement une utopie, puisque nous, on vit dans un monde où on vient aider Emmaüs gratuitement à refaire l'isolation pour les maisons de leur communauté. On vient aider, on passe beaucoup de temps à conseiller les personnes pour leur dire vraiment en termes de bon sens, utilisez plutôt ça en bon père de famille. Donc le bercail idéal pour moi, c'est quelque chose de faible impact carbone. C'est-à-dire ça va être un environnement, un habitat dans lequel on n'a plus besoin, à mon sens, d'avoir des dimensions très importantes de maison. On peut très bien aménager les espaces. Moi, j'ai la chance d'avoir un fils architecte et on a une connaissance correcte de ce dont on parle. On peut très bien aujourd'hui, à travers des tiny house, à travers, quand on regarde les aménagements de bateaux, faire des choses beaucoup plus raisonnables en taille, beaucoup plus efficientes en termes de confort et vivre super bien, mais en privilégiant plutôt, au lieu d'avoir de grands espaces et puis ne pas les utiliser, mutualiser des espaces, mutualiser les systèmes de déplacement. Une fois de plus, avoir du bon sens sur... Il y a quelque chose de très simple qui existe, qu'on a fait. Nous, quand on a réalisé le bâtiment, je vous engage à tous de faire ce genre de choses. Si vous devez construire ou rénover une maison, faites une étude thermique dynamique. C'est quoi? Ça veut dire que vous allez faire venir un bureau d'études qui va probablement utiliser un logiciel comme Pléiades et Confi ou il y a d'autres logiciels de simulation. Il va analyser exactement, il va rentrer les paramètres de votre maison. C'est ça pour moi le bercail idéal. Il va vous dire comment vous voulez vivre, qu'est-ce que vous voulez comme niveau de confort. Si c'est une rénovation, il va rentrer les infos pour dire, ben voilà, votre maison, elle est en briques, elle est en bloc. Vous avez une partie orientée sud, des fenêtres sud, ou l'autre nord, ou plein ouest. Il pleut pas, etc. Il va exactement rentrer vos informations, votre localisation. À un moment, tout ça va apporter une simulation thermique dynamique. Au passage, j'indique pour les auditeurs de Nouvelle-Aquitaine que la Nouvelle-Aquitaine sponsorise, donc aide et subventionne une partie de ces aides. Donc, je vous engage à le faire. Ça va vous permettre à un moment donné de déterminer exactement ce que vous voulez pour vous, pour votre famille. Combien vous avez d'enfants, combien vous êtes de personnes dans l'habitat, quel niveau de confort vous voulez. Et c'est ça qui va vous permettre de déterminer le type de maison, ou le type d'isolation, ou le type de fenêtre, etc. Tous les matériaux finalement qui vont composer le bercail. Exactement. Quoi. Et aussi derrière, votre besoin originel, par exemple, en termes d'énergie. Et on en revient quelque part aussi à ça, parce qu'on en parle beaucoup. Si vous ne dimensionnez pas votre besoin d'énergie, que vous appelez n'importe qui demain, la personne, il y a 80% de chances qu'elle fasse à l'habitude. Or, aujourd'hui, le bercail, tel qu'on devrait l'imaginer, c'est en analysant les éléments avec du bon sens. Et on retiendra sur ce mot, le bon sens. Et ça marche super bien. On a fait donc quelque chose de très intéressant. On a travaillé sur un projet qui a eu lieu à Dubaï, qui s'appelle le Solar Decathlon. On a participé à la construction et à la réalisation d'une maison dans le cadre d'un concours international où la maison a eu 7 prix, dont entre autres le prix de la performance énergétique. Avec nos isolants à l'intérieur, on était par des niveaux de température de 50 et 55 degrés. Et c'est important aussi de faire ce genre de choses pour
Alors bien sûr, et je le souhaite pas demain, et j'espère bien que moi je serai plus là, on n'arrivera jamais à ça, mais c'est bien à un moment donné de simuler, regarder comment vous pouvez avoir le meilleur niveau de confort, en ayant bien sûr le niveau économique le plus cohérent par rapport à votre projet. Intéressant et cohérent. Voilà. Mmh. Donc bon sens, Oui, adaptabilité et puis, possibilité de correction et c'est vrai qu'on le dit peut-être pas assez, parfois on a l'impression qu'une fois que les travaux sont faits, c'est fait, mais si ça non, correspond pas, on peut, bien sûr, on on peut adapte. évoluer, surtout au niveau de l'enveloppe. Euh, je pense que l'on a tout chez nous. Vraiment, on a la chance d'être dans un pays où on a beaucoup de solutions. Et je pense que 80% des solutions utilisées sont faites de façon conventionnelle et pas performantes et ne correspondent pas à ce que l'on pourrait attendre. Or, très souvent, contrairement à ce qu'on vous indique, c'est pas une question d'argent. C'est une question de réflexion et d'avoir envie à un moment donné de changer les codes et de regarder non pas hier, comment on faisait, mais demain. Et d'informations aussi parfois. Absolument. Ce qui peut manquer parfois aussi, dans la sphère peut-être particulier aussi, c'est vrai qu'on n'est pas toujours informé et donc j'en viens justement aux ressources. Est-ce que tu as des sources pour, nous informer sur l'isolation? Alors mis à part Wateco, est-ce que tu as, je sais pas, des newsletters, des chaînes, des livres, des choses à nous Alors, recommander? il y a probablement que ceux qui connaissent, ou en tout cas ceux qui ont déjà se sont posé la question des biosourcés, peut-être qu'ils connaissent la maison écologique. Malheureusement, l'écrivain a disparu. Il était malade et puis il nous a quittés. Et il y a un garçon qui a écrit 2 livres, hein, et qui s'appelle La Maison écologique et qui a 2 éditions très intéressantes où il passe l'ensemble des matériaux justement pour essayer en fonction du niveau de performance que l'on souhaite et ben, essayer de travailler plus sur en fonction des zones géographiques où vous êtes, sur plus du déphasage, sur la perspirance, etc. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vraiment la Bible de base que je vous conseille, vu l'investissement, d'acheter. Ça ne coûtera pas très cher, mais c'est très performant. Vous avez de plus en plus des éléments très intéressants qui apparaissent au niveau de l'ADEME. Ils ne font pas que des études de base, ils se sont vraiment lancés dans de la compréhension, y compris au niveau du confort des bâtiments. Vous avez aussi, alors à voir en fonction de ce qui peut être proposé, mais les organismes, les architectes, les CAUE, en fonction des régions, ont aussi avancé et peuvent proposer un certain nombre de solutions au niveau des matériaux. Par exemple, ils ont analysé ce que je vous expliquais, les déphasages des matériaux, donc ils savent tout ça aujourd'hui. Ils sont tout à fait capables, si vous allez les voir en disant, l'été, moi, dans ma chambre, à l'étage, j'ai 30 degrés, ils sont tout à fait capables de vous conseiller un isolant qui va vous permettre de rebaisser à 25 degrés, mais sans ajouter le système de chauffage. La température moyenne d'un confort dans une maison, c'est 26 degrés. Donc sachez que c'est possible. Il suffit à un moment donné de travailler sur la partie isolation. Donc très souvent, ils ont ces solutions-là. Vous avez également une structure qui s'est très fortement développée sur la partie sud-est de la France, qui commence à arriver sur la partie ouest et sud-ouest, qui est BDM et BDA. Donc en l'occurrence, ce sont ça regroupe un certain nombre d'éléments qui va consister soit à construire, soit à rénover des bâtiments, justement avec du bon sens et des matériaux biosourcés. Donc vous pouvez, il y a un certain nombre de parutions assez importantes. De plus en plus, ils essaient de s'associer aussi avec des collectivités ou des communautés ou autres pour essayer de faire des bâtiments publics. Mais à un moment, vous pouvez participer à ce mouvement, vous pouvez avoir des informations, ils communiquent de façon assez large. Bon, déjà, tu nous as cité quelques sources pour nous Oui, informer, en plus, effectivement aussi du site internet de oui. Wateco, donc je mettrai tout ça dans le descriptif de l'épisode. Thierry, bah, j'ai plus qu'à te remercier. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite te contacter, retrouver la société Wateco? Est-ce que tu peux redonner Bien un peu sûr, les alors coordonnées c'est très facile. Vous avez notre site internet www.wateco.com. Donc vous allez retrouver les coordonnées de l'entreprise avec le numéro de téléphone. Donc nous sommes dans les Landes, à Saint-Jour-de-Marennes, donc 40 230. Le numéro de téléphone 05 58 57 05 15. Vous avez également un mail très facilement accessible. Je reçois également l'email sur ce mail-là qui est générique, qui est contact au singulier, contact, @wateco.com, tout en minuscule.
Eh ben, c'est très clair. Encore un grand Merci merci beaucoup, et Caroline. puis, on se retrouve, bientôt, Eh sur bien, c'est Robert Cailles. super. Merci beaucoup et vive le bercail. Encore merci Thierry pour ton passage sur Robert Cailles. Si je devais récapituler 3 choses importantes de cet épisode sur l'isolation, ce serait: l'isolation est centrale dans l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment, pour réduire sa consommation énergétique et son confort de vie. Dans un habitat, il a beau être invisible, ce n'est pas sur lui qu'il faut faire des économies. Ensuite, il existe 3 grands types d'isolants pour sa maison, plus ou moins recyclables et avec des caractéristiques énergétiques bien différentes. Pour cela, vous avez 2 indicateurs importants, en vérifiant la résistance thermique et le confort d'été avec le déphasage de température. Sur les isolants biosourcés, la différence entre le coton recyclé et la ouate de cellulose s'opère dans le procédé de fabrication, qui est plus long pour le coton, puisqu'il y a la phase de tri et de nettoyage qui est importante, mais elle s'opère également sur le poids du matériau, car le coton recyclé est un isolant léger. Et enfin, si tu as aimé l'épisode, tu peux soutenir Obercaille en nous laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, et un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais qu'on aborde. Et voilà qu'on arrive déjà à la fin de l'année. Je voulais vous souhaiter de la part de Frédéric et moi un très joyeux Noël et une bonne année 2023. On se retrouve l'année prochaine pour plein de nouveaux contenus concrets et actionnables pour vos bercailles. À très vite!